Voilà, reprise donc de regards croisés en Côte d'Ivoire avant la présidentielle, des affrontements à l'université d'Abidjan. Une cinquantaine d'individus armés de gourdins et de machettes ont pénétré dans le campus dans la matinée de mardi, des milices contrôlées par le pouvoir selon l'opposition, puisqu'ils ont attaqué des étudiants du puissant syndicat FESI, plutôt proche de l'opposition. Oui, ben c'est dommage, c'est ça, c'est ce que je dis, l'instrumentalisation d'une frange de la jeunesse contre la jeunesse en fait. Après, il faut comprendre que le problème avec les acteurs ivoiriens, c'est qu'ils se connaissent tous et qu'ils se connaissent tous sur 30, 40 ans, voire 50 ans. Vous prenez le cas de Conan Bédié. Bédié, il était ambassadeur d'Oufou à New York, il avait 23 ans, quoi. 23 ans ou 26 ans. Vous prenez Ouattara. Ouattara, c'est celui qui vient faire les réformes au niveau de la Côte d'Ivoire quand on a toutes les politiques d'ajustement. Et vous prenez Gbagbo, c'est l'opposant en griffe historique. Vous prenez Soro est ancien président de la FESI. Vous prenez, j'oublie le monsieur qui accompagne Gbagbo à la haie. Blé Goudé est ancien responsable de la FESI. Donc le problème avec le problème avec la Côte d'Ivoire, c'est que tous ces acteurs-là se connaissent depuis un certain nombre d'années. Et moi, je ne suis pas très étonné parce que déjà en 94, je pense, oui, dans les années 94, lorsque monsieur Ouattara est Premier ministre, c'est déjà quelqu'un d'inflexible. Très souvent, les gens l'oublient. C'est pas un politique, c'est quelqu'un d'inflexible. Que généralement, je dis, c'est un banquier. Donc, votre banquier, lorsque vous allez le voir et qu'il réajuste vos comptes, il vous sourit pas. Notamment s'il estime que vous lui devez des choses. Donc, Ouattara, déjà à l'époque, dans les années 90, était quelqu'un d'assez rigide, notamment avec la FESI, qui était un syndicat assez remuant. Donc, comme je l'ai dit, la preuve, les deux des grosses têtes d'affiche de la politique ivoirienne sont de la FESI, notamment M. Soro et M. Blé Goudé. Maintenant, ce qui est triste, c'est que lorsque M. Ouattara vient aux affaires, je pense qu'il y a eu beaucoup la naïveté de croire que l'embellie économique, le soutien financier de Paris et d'autres obédiences pourrait mettre, comment dirais-je, une couche de gras sur les revendications des populations en termes de vérité, de justice, de réconciliation et de paix. Par conséquent, on s'est évertué à faire les infrastructures qu'il y avait, les investissements qu'il y avait, à calmer les anciens rebelles qui ont été intégrés dans les forces ivoiriennes, mais on n'a pas réglé les questions de fond. Et même au niveau ne serait-ce que de la société ivoirienne, on a eu l'apparition des microbes qui actuellement sont instrumentalisés lorsqu'il s'agit des manifestations. Actuellement, on a la FESI qui est effectivement un syndicat remuant, qui est effectivement un syndicat qui est historiquement politisé, mais on lui oppose des milices de jeunes. Alors, la question va être à peu près la même chose que pour le Nigeria tout à l'heure. Comment on fait dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a une forte présence militaire, qui est censé assumer une sécurité sur son territoire parce qu'il y a déjà eu des attentats terroristes, qui a des risques d'éclatement civil. Comment se fait-il qu'au sein d'une université, on puisse avoir tout un groupuscule de jeunes avec machette et gourdin qui puissent rentrer, commettre des actes et repartir sans avoir aucune information, sans pouvoir les interpeller, sans pouvoir freiner l'ascension de toute une violence qui risque d'exploser à la gueule de la population ivoirienne. Voilà. Alors, peint comme ça, le tableau, ça inquiète quand on sait que les élections sont dans à peine 2 semaines. Ouais, il a dit que Ouattara est inflexible.
l'opposition devrait comprendre cela, parce que ce sont des gens qui se connaissent depuis des années, et ils devraient savoir que Ouattara, son oui demeure oui. Et son non demeure non, qui ne changera pas. Mais c'est-à-dire, le jour où Ouattara, où on a lancé la campagne, ils devraient comprendre que tout était déjà plié. Et que Ouattara allait tout droit au but. Donc ils devront comprendre ça et revenir à de meilleurs sentiments. Parce que si ces opposants ne comprennent pas, s'ils veulent revendiquer encore, ce sont des gens qui vont mourir. Les gens vont continuer de mourir et Ouattara s'en fout. Il va dire c'est au nom de la politique qu'en réalité, lui, il est là pour défendre la stabilité, il est là pour défendre l'État, il est là pour défendre le calendrier républicain. Le calendrier républicain, c'est quoi? C'est que les élections se tiendront le 31. Et n'oubliez pas que la Guinée aussi vient de faire son élection. Donc, ce n'est pas Ouattara qui va aujourd'hui fléchir et se soumettre aux désirateurs de son opposition. En gros, l'opposition devrait approuver obligatoirement que l'opposition. Le processus, c'est-à-dire. Pourquoi l'opposition devrait Non, l'opposition. On a l'impression. Non, pourquoi? Non, c'est-à-dire aujourd'hui, l'opposition revendique quoi que l'opposition puisse faire aujourd'hui, c'est-à-dire le vin est tiré. Est-ce que moi je dis pour moi le vin est tiré, l'opposition peut revendiquer des choses du moment où on a déjà lancé la campagne électorale. Je pense que c'est fini. Hein. La CEDEAO va venir essayer de calmer le jeu, va appeler au dialogue et tout ce que la CEDEAO est en train de faire. Mais c'est-à-dire, on peut s'asseoir pour peut-être modifier un certain nombre de choses, mais il sera difficile de mettre fin à la campagne et de reporter encore l'élection. Parce que le fait de reporter, ça ouvre la voie à d'autres crises. Donc, il faut fermer des brèches. Il faut de la fermeté pour fermer des brèches. La deuxième chose que je voudrais ajouter, le fait que les armes circulent dans ce pays, c'est ça qui est toujours grave. La sécurité, ça fait défaut dans le pays. C'est-à-dire, Alassane Ouattara doit comprendre que le pays là vient de loin. Et on doit tout faire pour que les armes, ça reste dans les casernes avec les militaires, que les armes, ça reste avec les gendarmes, avec les policiers. Que ces armes servent juste à sécuriser. Il est venu par les armes, ça va être très compliqué. donc il est venu par les armes, il va chercher à toujours les utiliser pour se défendre et se protéger. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut de la sécurité parce qu'on veut construire quelque chose. Sans la sécurité, il serait difficile de construire quoi que ce soit. Donc, en gros, pour conclure, il faudrait juste que Ouattara avance, mais qu'il sache que le fait d'être encore beaucoup plus dur et de répondre par la violence, ça ne résout aucun problème. Alors, mais en face également, ces étudiants qui, en cette période tendue, pré-électorale, où ils viennent faire des réclamations sur des frais scolaires annexes payés, un peu curieuse réclamation en cette période. On va dire qu'ils sont manipulés. N'oubliez pas, Fessi, c'est quoi? C'est Guillaume Soro. Donc, ils le font peut-être sciemment, même si ces revendications sont légitimes. C'est le moment choisi est beaucoup plus politique. C'est ça, en fait. Donc, ils se disent peut-être, on choisit ce moment-là pour défendre notre champion, qui est Guillaume Soro. Guillaume Soro, c'est un fait manipulateur aussi. Depuis Paris, il peut manipuler son ancienne organisation. Peut-être l'occasion également, en cette période de campagne, de susciter des promesses de la part de Ouattara. Oui. Pouvoir Ouattara, oui, bien évidemment. Vous avez même déjà bien répondu. C'est-à-dire, les jeunes, ils revendiquent. Ouattara pourrait les calmer avec des promesses incroyables. C'est-à-dire, je suis élu, je vais doubler peut-être votre bourse, je vais tripler votre bourse, même si cela ne se réalisera pas. Après, il dira que oui, bien sûr, on a assez dépensé pour la campagne, on a assez dépensé pour les dépenses pour la présidentielle, mais donnez-moi encore un peu de temps. Mais une chose pour calmer ces étudiants-là, qui sont, moi, à mon sens, manipulés par une partie de l'opposition, c'est de les rassurer, de leur faire des promesses extraordinaires. Ces promesses viseront juste à les calmer, pas que les milices débarquent sur le campus et tirent sur des gens et que les gens meurent. Ça, on n'en a plus besoin. Il faut quitter ce stade-là pour aller à plus de stabilité, quoi. Il faut qu'on quitte ça. Il faut qu'on quitte ça. La guerre de 2010-2011, ça a engendré des milliers de morts, plus de 3000 morts. Ça n'a résolu aucun problème. Donc, depuis 2010 à aujourd'hui, il va falloir qu'on trouve une solution beaucoup plus paisible qui engendrera ou qui mettra la Côte d'Ivoire sur les rails de la paix. C'est ça, c'est ce à quoi nous aspirons. Parce que la Côte d'Ivoire s'embrase, c'est toute la région ouest-africaine qui s'embrase, c'est toute l'Afrique qui en pâtit. Alors,
il faudrait également placer cette information également. Les étudiants qui ont incendié des bus lundi et mardi, qui ne facilitent pas forcément également la gestion de cette période assez tendue. Oui, bon, alors, ce qui est vrai, je pense qu'il faut... faire la part. Il faut faire la part, en fait. C'est-à-dire, le fait d'aller incendier des bus, d'aller incendier, comment dirais-je, des véhicules de particuliers, des trottoirs, voilà, je pense que cela est ridicule. C'est ridicule parce que vous ne vous attaquez pas aux personnes, vous ne touchez pas aux personnes que vous visez, vous touchez aux particuliers. Je ne comprends pas trop cette manière de procéder. Et ce qui est mauvais, c'est que vous radicalisez des personnes qui ont perdu des biens, qui ont perdu des investissements. J'ai vu, on est parti brûler parfois des bars, ainsi de suite. Donc cela n'arrange en rien et cela rentre dans tout ce qui est la construction d'un prochain affrontement. Alors, le fait que des étudiants puissent avoir des choses à contester, à reprocher, à réclamer, est tout à fait légitime. Après, c'est vrai que l'on peut s'interroger sur le calendrier. Est-ce que c'est le fruit d'une manipulation quelconque? Est-ce que c'est une volonté de se saisir de l'opportunité des campagnes pour pouvoir avoir quelque chose? On ne nous le dit pas. Après, ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on voit, disons, lorsque moi j'analyse un peu la qualité des personnalités, je trouve que celle qui aura beaucoup plus de flexibilité à vouloir négocier avec les étudiants, c'est Ahmed Bakayoko. Je vois pas trop Ouattara dans ce type de négociation, mais il a eu, comment dirais-je, la jugeote de nommer un Premier ministre qui est rompu justement à ce type de négociation. C'est lui qui a négocié pour les mutins de l'armée. Donc on va voir un peu comment ça va se passer au niveau des étudiants. Mais encore de grâce, à chaque fois qu'il y a un acte violent en Côte d'Ivoire, mais ça ajoute à la surenchère et ça ajoute à des perspectives sombres pour la Côte d'Ivoire. Et surtout pour des périodes post-électorales. Oui, bien évidemment. Non, même avant les périodes, ne serait-ce que pour le jour du vote, il y a tout un ensemble de questions. Lorsqu'on a l'opposition qui dit n'allez pas voter et on a un Alassane Ouattara qui dit mais votez, vous voterez en sécurité. Lorsque vous avez le message du PDCI et du FPI qui disent voilà, nous allons demander à nos militants d'empêcher le convoiement. Voilà, alors quand vous dites à vos militants d'empêcher, ça peut être sujet à énormément d'interprétations et pas des interprétations qui vont dans le bon sens. Donc le gros défi de la Côte d'Ivoire, ça va être justement la période de vote. Qu'est-ce qui va se passer lors de cette période de vote-là? Et après, effectivement, la période des résultats. Comment est-ce que ça va se passer? Et vous l'analysez comment? Bien, la période des résultats, avec toutes ces tensions que nous connaissons déjà la veille du scrutin, l'on peut commencer par s'interroger, surtout lorsqu'on se réfère à 2010 avec tout ce que nous avons connu. Mais ici, même si l'opposition n'y participait pas, les élections, ça aura lieu bien sûr, il n'y aura pas de problème, mais il y aura assez de revendications, il y aura assez de remous, il y aura assez de mouvements. Mais je pense que Ouattara, avec l'aide de la France et de la communauté internationale et des forces internationales qui sont sur ce territoire, il va réussir à asseoir un certain calme. Même je ne pense pas que ça puisse finir comme ça. Ouattara a déjà 78 ans, avec un nouveau mandat. Moi, je pense qu'il est devenu sage. Et il doit devenir sage et chercher dans les 5 prochaines années. Il est loin de la sagesse. le fait de s'être représenté n'a absolument rien de sage. Non, c'est-à-dire, je trouve même parce que... Non, c'est-à-dire, le sage, c'est quoi? Le sage, c'est quoi? Le sage, c'est celui-là que j'appelle sage aujourd'hui, c'est un membre du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire celui-là qui finit son mandat et qui maintenant se débarrasse de l'esprit partisan, qui se met dans une posture républicaine. Donc c'est pour ça, Ouattara, je voudrais qu'après ce mandat, après ce vote-là, qu'il sache tout d'abord qu'il ne va plus se représenter en 2025, première chose, et que dans les 5 prochaines années, qu'il se dise, moi j'ai déjà fini, j'ai déjà tout fait, alors je fais tout pour asseoir un dialogue pour réconcilier
toutes les tendances pour réconcilier le pays avec. Je mets d'un côté les anciens présidents, que moi je serai dans quelques années, et je mets de l'autre côté la jeunesse pour leur dire comment on va faire pour dessiner une nouvelle carte pour la Côte d'Ivoire, une nouvelle carte politique. Moi je suis en train de partir et les vieux aussi seront d'accord, laissons le pouvoir aux plus jeunes. Et on se définit en quelque sorte le lendemain de la Côte d'Ivoire et on se dit en 2025, voilà, tel jeune, on l'encouragera à prendre le pouvoir. Si Ouattara n'arrive pas à être dans cette dynamique au lendemain du vote, je pense que la Côte d'Ivoire va continuer par s'embrasser. Il va vouloir mourir au pouvoir. J'ai toujours l'habitude de dire quelque chose, même si au russe, donc vous n'êtes toujours pas d'accord avec moi. Ouattara. J'ai pas l'impression que Ouattara soit dans cette dynamique. Oui, c'est ce que moi je. Ouattara, c'est celui qui a dit je cède la place aux jeunes. Oui. Il prend un dauphin, en sachant que il y a quelques années avant, celui-ci avait déjà un problème cardiaque. Celui-ci, le dauphin en question, n'a pas l'air d'être jeune. D'ailleurs, ce qui étonne tout le monde, parce qu'on ne se serait pas attendu à ce type de jeunesse-là. Le monsieur, malheureusement, décède. Il décède et maintenant, l'annonce que vous avez à faire... Alors, déjà on s'aperçoit au final que le mouvement que vous avez créé, le RHDP, le mouvement des eaux-fouettistes, n'est pas aussi solide que cela, et ça se comprend parce que Oufoué n'a pas créé de RHDP, Oufoué a créé un PDCI RDA. Donc, si vous voulez être dans le jury d'Oufoué, ben vous allez au PDCI. Vous ne mettez pas un RHDP en dehors du PDCI qui est le parti créé par Oufoué. Ceci étant dit, alors, vous prenez un dauphin qui décède, et au moment où toute la planète s'attend à ce que vous choisissiez un nouveau dauphin, non, vous prétestez du fait que il n'y ait plus votre dauphin pour vous représenter. Je trouve que c'est de la bassesse intellectuelle. C'est dire en substance que parmi les membres du parti, de l'équipe du parti que vous avez, vous n'avez trouvé aucune personne qualitative capable de poursuivre votre programme. Alors, on va observer la pause. Oui, on va revenir dans la deuxième partie. Vous parlez du Togo de rétorquer avant de parler du Togo. C'est juste après cette pause.